On cherche une culture qui convienne à l'homme de demain, et qui nous change un peu de l'éternel art de persuader, qu'on nomme rhétorique, et qui est, au vrai, la sophistique. Je vois bien que tout se plaide, et, par exemple, que la thèse Franklin-Bouillon arrive à une sorte de vraisemblance, et que la thèse opposée y parvient moins aisément, parce qu'elle est plus neuve, et de toute façon moins bien payée. Mais supposons qu'on puisse retourner complètement un auditoire et l'entraîner à la paix, comme je crois qu'on peut le faire. Aura-t-on labouré les esprits? Non pas. On aura éveillé en eux des sentiments vifs, comme l'horreur du carnage et l'horreur de l'esclavage. On leur aura donné expansion parce qu'on leur aura donné expression. On les aura délivrés de la honte d'être toujours réfutés. Mais le problème lui-même aura-t-il été seulement gratté de l'ongle? Il me semble au contraire que la réfutation de la réfutation se produira de nouveau, avec les mêmes chances et la même apparence de raison. J'en vois tous les jours le signe en des orateurs et en des journalistes, qui, je crois, sont de bonne foi. À plus forte raison, faut-il penser que le citoyen moyen est très occupé, dont tout dépend, se trouve jeté d'une thèse à l'autre selon ce qu'il entend et ce qu'il lit. Cette instabilité est comme stabilisée, preuve que les esprits ne sont pas éclairés, et encore moins formés. Mais comment les former? Si je voulais relever l'art de persuader, je le considérerais en quelque sorte sous une autre dimension, autant qu'il éclaire et forme l'orateur même. Car en dehors de l'action sur une foule, qui est comme la surface du métier, la rhétorique apprend deux choses au rhéteur. D'abord, par une réflexion sur les sentiments et les émotions, et finalement sur la physiologie de la chose, l'orateur apprend comment les opinions changent dans un homme, et pourquoi. Il connaît que les épreuves, dans la matière historique, qui dépassent de si loin notre instrument géométrique, physique et chimique, sont des moyens d'exciter et d'apaiser, et au fond de gagner du temps sur l'humeur, qui d'elle-même toujours passe à son contraire par la fatigue. C'est connaître l'homme par culture, c'est ne pas se croire, c'est reconnaître en soi les mêmes ressorts du croire et du décroire. C'est être sage par sophistique jugée. L'intime pratique des hommes et des affaires que je nommerai sensibles permet de vérifier ces vues idéologiques, et d'être assuré que toute querelle peut être apaisée comme les pêcheurs noient le poisson. Cette technique a son prix. Il faut pourtant que l'homme de demain en saisisse quelque chose, et cesse d'y voir une sorte de magie. Comment? Sans une ample connaissance de la sophistique. C'est ce que je ne vois pas. Lire beaucoup, et du meilleur, cela me paraît la condition première de toute culture politique. Toutefois, la familiarité aux sciences n'y est pas non plus étrangère. Mais il faut craindre de la science ce qui n'est qu'opinion, c'est-à-dire expérience sans preuve. Par exemple, le maniement d'un appareil à radiation, comme récepteur sans fil, n'apprend rien du tout. Ce n'est qu'une autre croyance. Au contraire, l'appareil géométrique, mesure, arpentage, levée de plan, orientation, accompagné de ces preuves, donne l'idée d'un savoir en lui-même complet et que l'expérience vérifie. Ce qui, à vrai dire, ne peut servir directement à percer le brouillard politique, mais ce qui, par opposition, détourne de juger ici d'après des preuves, évidemment sans proportion avec l'objet. Par quoi on arrive, dans l'extrême complication des causes, à juger par volonté, c'est-à-dire à prendre parti et à mépriser les sophistes. Et la science ouvre ainsi indirectement des vues sur l'action, car l'homme embarqué n'attend pas de connaître tous les filets et remous de l'eau pour aller où il veut aller. La complication supérieure des conditions, qui fait que la situation réelle est impossible à mettre en preuve, est aussi ce qui fait que cette situation est modifiable et que l'homme la traverse par la vertu de constance.